dictionnaire à partir de l'intégralité du corpus, ou du moins appelons-le comme cela, un dictionnaire. Autrement dit, par un procédé de dédoublonnage de l'ensemble des occurrences de lexème, d'unité lexicale à l'intérieur du texte, et également l'abstraction et des occurrences onomastiques, puisque nous les traitons séparément, et des mots de liaison qui ne sont pas perdus, bien évidemment, nous les rangeons dans une catégorie particulière, mais après ce processus, nous parvenons à un dictionnaire d'environ, disons un petit peu moins de 14 000 occurrences. Ce sont autant d'occurrences, je vais vous le montrer à l'intérieur de l'interface d'administration, voilà le back-office du site, et le dictionnaire peut être géré donc de cette manière à l'intérieur du back-office, c'est-à-dire appeler une occurrence pour qu'elle soit incorporée dans un autre outil. Et cet outil est destiné à la publication, à la présentation publique, à la partie publique du document. Cet outil public sera le glossaire de l'interface. Autrement dit, ponctionner à l'intérieur du corpus un mot qui nécessite une explicitation sémantique et de gérer cette occurrence selon le cas de deux manières différentes, soit par un lexème unique, soit par une occurrence multiple, c'est-à-dire une locution, une expression. Et c'est là que ça se complique. Ça se complique simplement parce qu'il faut pouvoir interpréter les unités lexicales de façon concaténée, de locution, par définition même. Et une méthodologie s'imposera. Donc, pour simplifier, le dictionnaire qui regroupe l'ensemble des unités lexicales et sur lequel nous pouvons réaliser des mesures lexicométriques, des statistiques précises, d'occurrence à l'intérieur du corpus, et puis le glossaire, donc qui met en exergue les mots et locutions dont le sens mérite un éclaircissement, et ceci peut être réalisé par les collaborateurs, philologues et linguistes à l'intérieur du back-office, d'ailleurs de la plateforme d'administration. Ce sur quoi, évidemment, je permets d'amorcer la conversation, c'est de quelle manière allons-nous nous y prendre? Voilà. Ce sont les indices, les premiers indices d'une méthodologie pour permettre à ce glossaire d'exister. Oui, alors il faut revenir dans une vue antérieure. Une vue antérieure, j'ai travaillé dans le monde du livre ancien pendant 5 ans, et effectivement, le manuscrit Béné, je l'ai connu le moment où il a été acheté à une vente à Louviers, en Normandie, on était autour des années 1980. Oui, donc disons, la question des manuscrits, c'est quelque chose qui m'a intéressé parce que j'ai publié plusieurs textes en démarrant avec l'ouvrage d'Agostino Lusignan, donc ce que j'ai appelé la description de la Corse, le Dialogo Nominato Corsica. En observant des manuscrits qui existaient, c'est-à-dire de 2 manuscrits. Alors il faut faire toujours très attention. C'est pas pour dire du mal de ce qui se faisait auparavant, mais il faut toujours revenir sur là où on en était au moment où les choses sont arrivées. On avait l'habitude de considérer, par exemple, le texte de la Constitution de 1755, qui se trouvait aux archives départementales de Corse du Sud, comme étant le manuscrit etc., etc. Ce que ça n'est pas, de manière claire. C'est facile à démontrer.
Même chose pour le manuscrit de Giovanni de Giustiniani. On avait annoncé qu'un manuscrit qui se trouvait à la Bibliothèque du Vatican était le manuscrit qui avait servi, etc. Tout démontre le contraire. Donc, c'est tout à fait problématique. Il faut bien comprendre quels ont été les critères. Donc, premier critère, les manuscrits, lecture des manuscrits, et on peut regarder les différents manuscrits, les différents types de scriptions, etc., quelle période date le manuscrit, ne pas s'arrêter là, parce qu'en fait, dans la réalité, on peut avoir un manuscrit qui peut être recopié suivant des méthodologies qui sont des méthodologies bien connues au niveau du manuscrit. Donc, pour regarder qu'en fait, j'ai travaillé de la même façon pour Giustiniani, pour Philippine, pour Ceccaldi, et est arrivée la question de Giovanni della Grossa. Alors Giovanni della Grossa, je l'avais gardé pour la fin, en me posant d'ailleurs la question si j'étais vraiment le meilleur pour publier cet ouvrage. Mais je savais de ma vie antérieure qu'il y avait un manuscrit qui traînait. Ce premier manuscrit, c'est le manuscrit donc, qui a été acheté par mon ami Jacques Bénet, qui se trouve donc à Paris, et que j'ai lu encore il y a de ça 4 ou 5 jours. C'est un manuscrit qui, effectivement, remet en question l'idée selon laquelle, là on a redémarré sur ce que je disais auparavant, le manuscrit grec, c'est-à-dire le manuscrit de la bibliothèque de Bastia, était le manuscrit princeps. Voilà. L'idée c'est ça. C'est-à-dire est-ce que j'ai véritablement un manuscrit princeps ou non. Or, en fait, pour avoir vu le manuscrit grec, puisque le manuscrit grec désormais est en libre accès sur Internet, le manuscrit Bénet, puisque bon, j'ai travaillé dessus, et puis le manuscrit Galeazzi. Alors le manuscrit Galeazzi, alors là, je reviens sur mon métier d'avant. À un moment donné, j'ai continué un petit peu le métier d'avant, c'est-à-dire que de temps en temps, je fais des extras, et on m'a prêté 3 manuscrits. J'étais sur la plage du Père à Cargèse, et dans un sac plastique, il y avait 3 manuscrits, dont le manuscrit Galeazzi, voilà, qui désormais est chez un collectionneur ajaxien. Bon, et donc j'ai eu ce manuscrit entre les mains, je l'ai même eu 6 mois à la maison, donc j'ai pu l'étudier, et j'ai pu me rendre compte qu'en fait j'ai un texte entre le texte de Giovanni della Grossa et le texte revu et corrigé par Ceccaldi. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un texte intermédiaire, puisque tout le début c'est pareil, et puis à la fin, alors est-ce qu'il a été fatigué, enfin j'en sais rien, en tout cas celui qui a corrigé un petit peu le texte, et lui a donné l'impression, voilà, de quelque chose de nouveau, qui se situe donc entre le texte premier, qui serait celui du manuscrit Bénet, ou si on en trouvait un plus ancien, ça serait encore mieux. Voilà. Et je vous signale qu'à un moment donné, j'ai trouvé un morceau qui m'a été passé, une dizaine de feuillets, qui était un morceau, là aussi, du texte qui n'est pas un des 3, que j'ai intitulé 4, si vous voulez, mais qui est à peu près l'équivalent d'une vingtaine de pages de manuscrits originaux. Voilà. Donc, voilà où j'en suis, disons, de la lecture, c'est-à-dire le manuscrit Bénet, avec un élément quand même assez intéressant qui n'a pas été relevé. Le manuscrit Bénet, il commence avec une quarantaine de pages, qui sont 40 pages extraites de Giustiniani. Mais pas Giustiniani directement, de Giustiniani revu et corrigé par Marc-Antonio Ceccaldi. Donc en fait, dans la réalité, on est après 1560, de toute façon, puisque le texte de Ceccaldi, et on est même plus près de 1590, puisque le texte de Ceccaldi a finalement été publié par Philippine. Et ce texte, alors à quoi on voit, d'abord parce que c'est marqué au début, cet extrait a été pris, etc., chez Marc-Antonio Ceccaldi.
comme si c'était d'ailleurs écrit par Marc-Antoine Tchekhov, ce que ça n'est pas, c'est le texte de Justinian qui est simplement bidouillé par Tchekhov. Et puis, il y a un élément assez intéressant qui m'a rappelé des souvenirs, Madame Morakini-Mazel, à un moment donné, sur la question de la tour de Santa Maria della Tiape. Il y avait un problème. Elle disait le texte de Tchekhov, parce qu'à l'époque, c'était une autre époque, j'y reviens, hein, où on se servait des 3 volumes de l'histoire de la Corse de Philippines, publiés par l'abbé Letteron. C'était la base de tout. Le texte de 1910, il est passé pratiquement inaperçu pendant 60 ans. Hein. Je veux dire, il faut être clair là-dessus. En fait, dans la réalité, on investissait vraiment sur les 3 volumes et on disait, élément supplémentaire, on disait, ah oui, mais en fait, c'est pris, c'est Justinian. Justinian, c'est 1530. Donc, comme si Tchekhov n'y avait pas mis la main dedans. Alors, la démonstration est assez simple. Madame Morakini-Mazel arrive et dit, ah ben, j'ai une tour, et puis j'ai une seconde tour. J'ai une seconde tour, pourquoi? Parce que Fréminville publie un petit opuscule, à un moment donné, on est autour de 1900, dans lequel Fréminville explique que voilà comment s'est construite la tour de Santa Maria della Tiape en 1548. Alors, si la tour elle existe déjà en 1530 et qu'en 1548, c'est une reconstruction. En fait, pas du tout, c'est parce que tout simplement, on a un texte de 1530 qui en fait, dans la réalité, n'est pas de 1530, il est de 1560. Voilà. Alors, c'est tout le problème de ce texte de Giovanni Della Grosse depuis le départ. Hein, bien comprendre les 3 volumes, la publication de l'abbé Letteron, ça a été une avancée considérable, et c'était en français. Et la plupart des gens qui ont travaillé sur les études corses ne lisaient que le français. Je veux dire, il faut être honnête là-dessus. Donc, à partir de ce moment-là, et comme ils lisaient que le français, ils lisaient les 3 volumes, point barre. On s'arrêtait là. Et il a fallu arriver à la publication par Antoine Casanova et Matteo Giacomo Marcellesi pour que véritablement le texte de 1910, parce qu'on l'a mis en français, là encore. Il faut quand même dire, il faut dire les choses comme elles sont. En fait, dans la réalité, la recherche, on est basé là-dessus, on a ces 3 volumes qui ont marqué au-delà d'une génération. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous regardez ce qu'il y a sur les villages, etc., etc. C'est pratiquement tout pris dans les 3 volumes de Letteron. Hein. C'est pas pris dans ce qui a été fait, ce qui a pu être écrit depuis, etc., etc. On s'en fout. On a les 3 volumes et on n'en bouge pas. Et là, malheureusement, ces 3 volumes nous ont fabriqué une espèce d'histoire de la Corse autour de Giovanni Della Grosse, qui est une histoire de la Corse fausse. Parce qu'en fait, elle est faussée en ce sens où le texte n'est pas le texte original, c'est un texte en fait qui est Tchekhov qui a usé du résumé du texte avec des passages entiers où il reprend le texte et puis des moments où véritablement il prend des libertés tout à fait considérables. Et c'est, à mon avis, le grand problème auquel on se heurte encore aujourd'hui, c'est que le texte de Giovanni Della Grosse, quelque part, c'est un texte mal connu du public. Le gros du public, en fait, a vu, le public, disons, qui recherche ce genre de texte, a lu les 3 volumes de l'abbé Letteron et en est resté à ces 3 volumes sans se préoccuper de la lecture de la version de 1910 et puis ainsi de suite. Je veux dire, je crois qu'il faut être vraiment bien expliquer ça, parce que sinon, on ne comprend pas grand-chose. Vous voyez, cette nouveauté, quelque part, le travail considérable qui va sortir de ça, je crois qu'il faut se rendre compte l'intérêt par rapport à l'apport que ça va faire. Mais cela étant, il va falloir ramer sérieusement pour le faire passer au niveau d'Internet, parce qu'au niveau d'Internet, c'est sursaturé les 3 volumes de Letteron. Là, on n'a plus que 15.
Non, mais oui, je pense qu'il faut occuper le terrain, parce qu'on ne peut pas laisser indéfiniment cette construction qui, en plus, elle ne tient pas. Le texte de Justinian, par exemple, il faudrait pratiquement publier la version de Tchékal. Alors le problème, c'est qu'en fait, à 80%, c'est le même texte, mais il y a 20%, voilà, où soit il a coupé, soit il a rajouté des morceaux, etc., etc. Il a repositionné le texte. Je crois qu'il faut se rendre... Ça pourrait être dans la notation là, du premier cahier de Véné, justement, dans oui. la notation en ligne. Oui, voilà, on pourrait revenir sur ce texte-là. On pourrait revenir sur ce texte-là parce que il y a ces 40 pages. Les 40 pages, en fait, dans la réalité, il faudrait les comparer au texte de Justinian. Et je vous avoue qu'en fait, dans la réalité, je suis devant un texte qui est un texte nouveau. Ce n'est pas le texte de Justinian, c'est un texte vu, corrigé par Tchékal. Bon, ça a un sens, et à ce moment-là, faire comprendre aux gens, déjà ils ont du mal à comprendre entre la version courte, la version longue et les versions intermédiaires. J'ai mis sur le Galeazzi, là, vous soyez surpris, hein, là véritablement, il y a des morceaux où on voit le passage de l'un à l'autre. Vous voyez, on va du Giovanni della Grossa version longue à la version courte, à l'intérieur du texte. C'est assez surprenant. Et ça, il faudra à un moment donné faire une numérisation de l'exemplaire Galeazzi. Qui pourrait s'intégrer, on en parlait ce matin, l'intérêt du numérique, c'est aussi de permettre de croiser plus facilement les manuscrits. Et donc ça peut être un projet de développement, là il me regarde en coin, il faudra trouver les financements par contre. Parce que ça a été quand même du travail, ce travail. Oui, non, mais ça pourrait être, et justement de travailler avec les modernistes, c'est-à-dire qu'il y a aussi toutes ces réécritures à commencer. Bien sûr, parce qu'en fait, on est devant un système de réécriture. La première fois, je termine là-dessus. La première fois que je vois le manuscrit Véné, on est à Paris, je suis avec un courtier arménien qui était un monstre, connaissait 27 langues, enfin c'était bon. Donc il arrive et il me dit, voilà, j'ai débarqué, et il débarque avec les 3 volumes de Letteron. Il prend les 3 volumes de Letteron et il regarde le texte. Et il me dit, c'est pas le même. Il me dit, c'est pas le même. Et moi, à l'époque, je ne m'occupe absolument pas de ça. Je lui dis, comment ça, c'est pas le même? C'est Giovanni della Grossa, etc., etc. Alors, il me montre le texte. Effectivement, on passe du texte de l'un à l'autre et c'est pas pareil. Et donc, il me dit, on a une version différente. Donc, parce qu'en fait, il ne connaît pas le 1910. Donc, voilà, il reste sur les 3 volumes. Et on est parti là-dessus. Donc, bien comprendre qu'à un moment donné, il faut faire passer au grand public le fait qu'on a un texte qui est un texte important, et que ce texte important, il faut décrypter, effectivement, retirer toutes les repeintes, tout ce qui a été rajouté, etc., etc., et comment ça a été rajouté, et pourquoi ça a été rajouté par l'un ou par l'autre. Il y a des passages de Tchékal retouchés par Philippine. Dans le texte, oui, bien sûr, lorsqu'il parle de San Piero, ce qu'il écrit ne convient pas du tout parce qu'il a été élevé avec les porcs, ça ne convient pas du tout à Philippine, qui est là, surtout qui est-ce qui paye l'édition de Tournon? C'est Alphonse d'Ornano, c'est le fils de San Piero. Donc, on va pas venir raconter des choses qui ne passeraient pas. Donc voilà, il faut avancer en tête. Mais je crois que, voilà, moi je pense que la question, c'est se préoccuper des différents manuscrits et l'élément de comparaison. Alors l'élément de comparaison avec le Y, il est assez facile, puisque le Y, il est directement, on peut le consulter.
vous l'avez présenté comme un glossaire, et c'est bien. Mais j'ai pensé au début, parce que glossaire, c'est techniquement la description ou l'explication des mots dans une certaine œuvre, et c'est tout ça, un certain ouvrage. Tandis que cela me semble bien plus un dictionnaire, un vocabulaire. Et la différence, c'est quelle la différence? La différence, c'est qu'un glossaire, comme j'ai dit, le glossaire, il continue la tradition de l'Antiquité, qu'il y avait des glossaires de Virgile, plus tard de la Bible. Et le glossaire veut expliquer les mots de l'œuvre. Mais le dictionnaire ou le vocabulaire veut reconstruire et expliquer un état de langue. Et je pense que c'est ça dont on a besoin ici. Parce que la chose, c'est que je n'ai jamais vu dans aucun texte une description, une tentative de dire dans quelle langue est écrite la chronique. Parce que je ne vois les instruments, les dictionnaires, les grammaires. Il faudrait, et ça serait important, il faudrait choisir et dire qu'on contrôle sur ces dictionnaires, sur ces grammaires. Et parce que vraiment, c'est très bien parler de lexique et des mots, mais les mots, comment dire, la langue n'est pas comme. C'est un. La langue n'est pas composée de mots. La langue est de phrases. Parce qu'un seul mot peut avoir une dizaine, une vingtaine, une centaine de signifiés. Et les mots, ici, il s'agit de décrire un état de langue et savoir quelle langue c'est. Je comprends que si on dit que tout platement que c'est de l'italien ancien, cela n'est pas très sympathique. Mais c'est vrai, c'est un peu vrai. Et c'est aussi trop facile de dire que c'est l'italien avec des éléments corses. Parce que nous ne savons pas toujours si les éléments corses sont de l'original ou bien des copistes intermédiaires. Par exemple, une des choses qui donne le plus l'aspect corse des pages, c'est quand je vois qu'il y a il y a beaucoup d'exemples dits là, qui est typiquement corse, au lieu de tout ce qu'on tel là, les prépositions avec les articles. Et ça, ce sont des choses. Et je ne dis pas que les instruments sont très bien. Ils ont été inventés et préparés pour commenter les mots. Mais je crois qu'il faut avoir toujours, pas seulement une petite box pour mettre une note, mais il faut avoir des espaces plus grands, parce très souvent, il faut vraiment commenter la chose et parler de ce qui se passe. Et pas passer d'un mot à un autre mot. Et même que, je ne sais pas si, dans ce qu'on a vu devant, le problème c'est que quand il s'agit de lématiser, un texte, il faut voir tous les exemples ensemble. Il n'est pas possible qu'il soit nécessaire de cliquer pour voir l'exemple, parce que comme ça, on n'a pas la vision complète. Et il devient presque impossible de se faire une idée de la substance de ça. Je crois qu'il faut avoir le courage de définir la langue en rapport avec les autres variétés italo-romanes de l'époque, sans dire, comment dire, c'est prononcement apodictique, mais le définir. Et par exemple, c'est vrai que je parle pour moi et pour mes collègues. On est en train de finir, pas encore, il va falloir 4 ou 5 années encore, le dictionnaire en ligne, Clio, le nôtre.
qui est le dictionnaire de l'italien ancien, dans le sens de l'ensemble des variétés italo-romanes de l'époque. C'est pas une langue standardisée, uniforme. Mais nos recherches, notre dictionnaire s'arrête jusque dans l'année 1400. C'est-à-dire, c'est la chose la plus moderne et la plus prochaine à l'époque qu'ici on veut étudier, qu'il y a. Et je crois qu'il faudrait nous collaborer ou être toujours en contact. Et ce que j'ai dit avant, la chose la plus compliquée, c'est que si on doit commenter les mots un à un, avec chaque mot, je crois qu'il faut toujours voir l'ensemble, il faut toujours vivre. Que la personne qui est en train de lematiser voit toutes les occurrences du mot. Et qu'il y a aussi un petit espace pour le commentaire. Parce que quand on fait ça, c'est absolument régulier. Quand je lematise un texte, je découvre un tas d'erreurs que je n'ai pas notées avant et que j'ai commis moi-même. C'est ça. Et pour ça, il faut une fenêtre user-friendly. Et c'est ce qu'on avait ici. Et c'est très bien parce que ça permet d'opérer les fonctions dont on a besoin. Mais ce n'est pas user-friendly. Il faut cliquer dans un grand numéro d'endroits pour trouver quelque chose. Et ça, je crois que cette chose, ce sont les choses dans lesquelles je crois que c'est compliqué. Et naturellement, j'ai toute l'intention de rester en contact avec vous, avec la Corse, avec le dictionnaire, et tout ça. Alors, comme Père nous a dit, en fait, la réalisation d'un glossaire nous donne une grande responsabilité. La responsabilité de tout comprendre, de tout entendre. Chaque petit mot du texte doit être interprété. Et c'est évident quand on fait des travaux numériques comme ça, qui nous forcent d'interpréter les textes, non, les attestations. Et je dois dire, je ne suis pas aussi sévère que mon ami et maître Père. Je trouve que c'est un très bon modèle, à mon avis, de traitement numérique d'un texte. Je l'ai trouvé très utile, et parce que j'ai essayé un petit peu à y travailler. Et je voulais partir d'un passage que j'ai trouvé dans mes expériments sur les textes, qui, je me base sur la transcription qu'on trouve sur le site, qui pose deux problèmes dans trois petites lignes. Alors, je le lis en italien corse, c'est ce qu'il est. E per intrattenimento fino a quel tempo diede a Giovanni di La Grossa un uffizio che si chiamava il straordinario di Coma e aveva 8 ducati al mese di salario e la quarta parte delle sue rag. Alors, ça devrait signifier, pour l'entretien de Giovanni della Grossa, le pape, lui donna le revenu d'un office qui s'appelait l'extraordinaire de Coma, ou de Coma, qui rapportait 8 ducats par mois, plus les quart d'essai. Alors, tout d'abord, il faut dire que le mot qui n'est pas rapporté, en fait, c'est pas clair dans les manuscrits, mais pour un italianiste, c'est assez facile. C'est ragione, qui veut dire, en fait, c'est écrit dans l'édition de Monsière, je contrôlais le texte, il écrit ragione. Ce sont les calculs des impôts, il a un pourcentage sur ce revenu. Bon, c'est clair. Mais le problème, le véritable problème posé par l'extraordinaire de Coma, parce qu'il faudrait penser que le pape est tellement cynique à faire un profit sur les pauvres gens en coma. Ça semble un petit peu difficile, même pour l'Église catholique, excusez-moi. Mais en fait, ça ne marche pas trop. Comment c'est pas la bonne leçon.
Et en fait, Monsieur Graziani n'est pas content de cette lecture et dans son édition, il écrit Il straordinario di Roma, ce qui est un peu mieux parce que c'est le pape, peut-être c'est l'extraordinaire de Rome. Mais en fait, votre édition numérique nous donne la possibilité de contrôler à chaque fois les manuscrits, ce qui est merveilleux. Si l'on regarde les manuscrits, en fait, il semble comme, il pourrait sembler comme, mais à mon avis, c'est plutôt straordinario di cassa. Exactement, c'est l'extraordinaire des caisses, ou la caisse de l'extraordinaire, que je regardais dans les contextes, dans la tradition lexicographique italienne, ça existe. J'ai essayé à glosser en français, excusez-moi, quelques espèces de fonds spéciaux destinés à des dépenses imprévues telles que les guerres. Et la Cassa dello Straordinario, ça existait à Lucca, ça existait au Grand-Duché de Toscane, ça existait aussi en France. Dans les PDF informatisés, il y a la Caisse de l'extraordinaire des assignateurs. Donc, il faut, à mon avis, c'est un cas que j'ai choisi parce que ça nous montre que les travaux lexicographiques peuvent entretenir un rapport avec la pratique philologique, avec un échange réciproque positif, pour nous assurer une meilleure connaissance des textes. Donc, ce travail que vous avez fait, c'est déjà vraiment très utile et c'est un modèle qu'on devrait suivre aussi en Italie parce que c'est un peu à l'âge de la pierre pour les éditions numériques, pour ce qui est des éditions numériques, parce qu'on fait des excellentes éditions, mais papier, normalement. C'est un bon modèle, mais c'est un point de départ, à mon avis. Ça nous donne la responsabilité de travailler encore et encore sur les textes. Et je dis encore quelques petites choses parce que, voilà. Un aspect qui m'intéresse personnellement, c'est parce que je me suis occupé d'histoire linguistique de l'Italie du Sud. Alors, suite à une suggestion de Stella, en fait, il y a quelque chose qui pourrait m'intéresser parce que, comme Madame Michel Ferrara nous a rappelé ce matin, notre Giovanni della Grossa a étudié à Naples. Alors, on pourrait se poser la question, cette langue de la chronique pose plein de problèmes, bien des problèmes linguistiques. C'est une langue très bizarre, en fait. Et on peut se poser la question, est-ce que ce jour de Giovanni à Naples a produit des effets sur le texte? Est-ce qu'il y a des traits... Donc, je ne suis pas en mesure de le dire, parce qu'il faudrait étudier tous les textes, je ne lis que quelques pages. Mais dans ces quelques pages, en fait, j'ai trouvé quelque chose, parce qu'il y a cette diphtongue, popolo, qui n'est certainement pas corse, mais n'est même pas italien, parce que ce mot ne diphtongue pas en français. Et ça pourrait être une diphtongue métaphonique napolitaine, ça pourrait être. Et aussi, dans la même page, ce passé vittero, ils ont vu, vitti, vite, c'est de l'italien du Sud en fait. Je ne sais pas si les Corses a des formes de ce type, mais il faudra vérifier. Il ne faut pas considérer dans ce discours des aspects qui sont en commun entre les Corses et les parlers du Sud, tels que ce que nous appelons l'accusatif prépositionnel, c'est-à-dire l'objet direct précédé par la préposition à. Ce qui est un trait linguistique corse, un corsicisme du texte. Vous voyez là, le pape mandò per governatore a Giacomo di Gaeta, il a envoyé Giacomo di Gaeta, il a envoyé à Giacomo di Gaeta. Ça, c'est un objet prépositionnel. Et d'après Marcellesi, c'est en fait un index de corsité. Donc, ça n'est pas de l'italien du Sud. Et notre ami Perlazzon a aussi montré que ce trait est documenté en Corse, mais du Moyen-Âge. Mais, je conclue sur ça, à mon avis, c'est intéressant de comparer les lexèmes de ce texte avec des lexèmes à diffusion de l'Italie du Sud. Par exemple, dans ce passage, il y a un verbe très rare. Excusez-moi, un verbe très rare, disamparare. Il y a quelqu'un qui a été oublié par tout son ami. Il a été disamparato.
comme s'il avait oublié des habits, quelque chose comme ça. Et non, c'est imparare nel senso di apprendere. Il a désappris. Exactement, ils ont désappris cette personne. Et j'ai trouvé qu'un exemple en ancien sicilien, désimparando, il y avait des soldats qui ont désappris Hannibal, ils l'ont abandonné. Et ça, c'est pour dire de l'importance de contrôler les sources sur l'italien ancien, surtout les trio, qui est la source de cette poigne. Una prima osservazione, Marc Bonan ci ha mostrato un sistema che è estremamente ricco, perfettibile per quanto riguarda ciò che sta dietro, e cioè quello che ho osservato per Larson, cioè il problema per esempio dei glossari, quindi perfettibile ma sicuramente molto dinamico e molto moderno. Questo fa pensare che dobbiamo svecchiare un certo modo di presentare i testi in filologia, e questo è un primo punto. L'altro punto invece è quello sollevato da Graziani. Conosco tutte le sue cose molto bene e so che il suo lavoro sui manoscritti è un lavoro di grande pregio, e il suo quadro ha fatto un po' paura, perché abbiamo una situazione talmente mossa, non è lineare, non abbiamo 1, 2, 3 manoscritti più o meno di un certo periodo, abbiamo una specie di storia delle cronache corse. Per esempio in Toscana abbiamo le cronache del Sacchetti e del Villani, ma la cronaca del Villani è come dire, un passo dietro l'altro. Lui ha fatto la sua cronaca e è stata proseguita da altri che conosciamo, quindi anche la lingua in qualche modo la possiamo seguire, e qui vengo al mio mestiere, che è quello della lingua e non un altro. Allora, questa situazione così complessa dei manoscritti, questo andare avanti e indietro da un autore a un altro, io mi ricordo quando ho cominciato a occuparmi dell'italiano in Corsica che sono stata disperata, perché erano gli anni '80 e non c'era niente, non c'era quasi niente, soprattutto sulla prosa che non fosse quella prosa che era stata studiata e che era di tipo notarile, di tipo... Quindi di fronte a quello che era disponibile della cronaca non potevo dire altro che esistono, non potevo dire di più, perché i testi, se c'erano, non erano affidabili. Spesso c'erano testi ottocenteschi dove si sa che tutti mettevano dentro le mani e cambiavano. Quindi ora io sono molto contenta di vedere questo, anche di vedere questa costellazione di manoscritti, tutti anche di periodi diversi. Quindi è molto difficile stabilire, come in altri casi, quello che è l'oggetto principe, quello che decido essere per me l'elemento più rivelatore. E questo è un compito molto grave che può essere fatto solo dopo un continuo confronto. Allora si può dire partiamo da questo. E così come le mani che sono passate sopra ai testi hanno modificato la lingua, anche per gusto personale, ma anche per contingenza del periodo storico. Basta essere un po' più avanti di 50 anni per avere un cambiamento della lingua. In questo periodo, che come ci ha fatto ben vedere Madame Ferrari, dove si colloca Giovanni della Grossa? Si colloca in un apprendimento di mestiere, di lavoro, di lingua, che tocca varie aree, perché se ti impari diciamo la grammatica a Bonifacio, come abbiamo visto, siamo in un'area che non è nemmeno corsa linguisticamente, no? Quindi sarà un addestramento in genere di tipo ecclesiastico, quindi su una linea più o meno abbastanza consolidata. Poi però si sposta a Napoli
e ha relazioni con la Toscana, con Genova, quindi è un uomo che ha una grande apertura non solo per il lavoro che fa, ma sicuramente di fronte alla lingua. Quello che noi abbiamo è veramente il testo di Giovanni Della Grossa, il primo, quello si suppone di sì. Allora lo dobbiamo trattare come si fa con un bambino appena nato, stare molto molto attenti, perché per esempio il caso che Maggiore citava di Puopolo fa subito pensare che lui è stato a Napoli, però potrebbe essere una cattiva gestione del dittongo. Un'iperdittongazione toscana. Sì, la dittongazione toscana che non è gestita bene. Quindi abbiamo sempre più di una risposta, più di una porta che si apre. Ecco perché il mettere insieme i diversi testi, per esempio, si può pensare quanti, e qui col sistema lo possiamo fare, quante volte abbiamo Puopolo o un'altra forma di questo tipo? Sono tutte forme che fanno pensare alla metafonesi napoletana o sono forme che variano nello stesso manoscritto? Se variano vuol dire che c'è una cattiva gestione del dittongo. Del resto, io leggendo trovo molto spesso diede, il che vuol dire che non si indulge, non si cade nella contaminazione con il corso, perché i testi corsi, fino da quelli celteschi, hanno dede. Certo. Anzi dede con la chiusa. Quindi è solamente un avvicinamento al testo che come dire, permette non solo al lettore finale che si collega e trova gli elementi, ma come posso dire, cosa vogliamo da questi testi? Questa linguisticamente sto parlando, perché abbiamo visto che da un punto di vista archeologico, da tanti altri punti di vista, toponomastico, storico, è un testo ricchissimo fino dal primo manoscritto, diciamo, quello da considerarsi in qualche modo il primo. Allora, per me si deve raffinare l'obiettivo, si deve fare un raffinato lavoro filologico per avere un buon obiettivo linguistico, cioè per poter dire com'era il volgare, perché siamo ancora in fase di volgare, com'era il volgare di quest'uomo o di questi uomini corsi che hanno redatto, copiato, maneggiato il testo. Era un volgare periferico? Io sono più esperta di Ottocento, posso dire che l'italiano ottocentesco dei corsi che continuano a scrivere in corso non solo non ha molte contaminazioni con il corso stesso, sanno ben tenere separato i due mondi, ma nello stesso tempo hanno un italiano di retroguardia, si parla di italiano nell'Ottocento, di retroguardia rispetto alle spinte linguistiche della novità manzoniana che c'è da Firenze in tutta l'Italia. Allora, in questo 400, questo lungo 400 di un uomo che ha vissuto per l'epoca anche tanti anni, e questo suo muoversi in varie parti di un bacino culturale importante, che è quello di Roma, che è quello della Toscana, questo umanesimo in cui si muove, lui si muove, gli altri che hanno portato avanti la cronaca si muovono allo stesso modo? Questa è un'altra domanda. Ceccaldi, Monteggiani, Filippini, come si muovono? Si muovono in un altro modo? Quali sono i loro rapporti con l'esterno? Ecco che a questo punto forse, come dire, si fa luce sui testi che devono essere, come dire, messi in fila come tanti soldati che non possono cedere all'approssimazione, e quindi bisogna avere la certezza. Uno trova Coma, naturalmente è un caso singolarissimo, io avrei un'altra spiegazione ma non importa, ma perché ho trovato questa parola semplicemente, perché cos'è? Pensa al parasarda, trovi qualcosa e puoi metterla in comunicazione. Allora,
solamente, per esempio, il lavoro del glossario, un lavoro di glossario fatto nel modo, come diceva per Larson, è un modo che rende ragione anche dei diversi manoscritti e ci dà un'idea della variazione lessicale nella forma anche, perché il fatto di trovare forme così lontane dal corso, io non ho trovato leggendo, ma questo anche in altri tempi, una forma per esempio raddoppiata del tipo della, non raddoppiata tipo della, di là, non ci sono, quindi è un italiano controllato, italiano volgare controllato. Ecco, questi sono più che altro sono interrogativi che il testo mi pone, ma che credo se si può fare buon frutto di tutti gli interrogativi che ci poniamo, proprio per dare a questa creazione che è, come posso dire, molto nuova e molto agile, è qualcosa che si consulta bene, che è, come dire, rende piacevole anche la lettura, il confronto e tutto, ecco, dargli un corpo forte quando si parla di testo. Alors d'abord, je voudrais remercier Vanina qui nous donne l'opportunité de cette rencontre aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est un vieux rêve. C'est un vieux rêve que je reste depuis longtemps, parce que bon, je suis plutôt dialectologue, géolinguiste, donc je m'intéresse vraiment à la langue telle qu'elle est parlée aujourd'hui. Et il y a cette profondeur de la langue qu'en Corse, on a du mal à saisir, parce que nous manquons de documentation. Et en fait, c'est Annalise Anez qui m'a un peu ouvert les yeux, qui m'a conduite à m'intéresser à ce passé, parce qu'elle avait écrit ces belles choses sur l'Italiano di Corsica, justement, ou comment on pouvait arriver à tirer des informations du peu de documentation disponible, et avec toutes les précautions qui s'imposent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il serait bien de pouvoir s'associer, comme nous allons le faire à présent, autour de l'étude de ces documents, en particulier la Cronica de Giovanni Della Grossa, mais avec toutes les précautions qui s'imposent, qui ont été, on va dire, précisées ici par les différents collègues, et ça doit être forcément un travail pluridisciplinaire. Je pense que ce pluridisciplinaire, il inclut aussi des informaticiens, notamment, pour un certain nombre de problèmes qui sont liés à la reconnaissance des caractères, des choses comme ça. L'idée, c'est de pouvoir documenter justement une certaine historicité des pratiques linguistiques en Corse, parce que on a une vision souvent, comment dire, assez pauvre de ce qu'a pu être la langue corse dans le passé. Est-ce qu'elle a existé? Quand est-ce qu'elle commence? Il y a des étudiants qui parfois me disent: mais madame, dans quelle langue parlez pas? Enfin, pour moi, c'est évident, parce qu'ils s'interrogent vraiment sur comment on parlait avant, comment on écrivait, et c'est un peu quelque chose qui est inconnu. Et je crois que les Corses, ils ont le droit de connaître un peu cette histoire de la langue, et c'est le travail qu'on va essayer de réaliser, pas seulement comme une histoire de la langue corse, mais comme une histoire des pratiques linguistiques en Corse. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, et c'est pour ça aussi que nous avons besoin d'unir nos compétences, parce que ça ne peut pas être un travail qui soit réalisé uniquement par un linguiste, uniquement par un philologue, mais c'est la confrontation de nos points de vue, de nos pratiques, de nos méthodologies qui va faire qu'on va en sortir quelque chose de riche. Ça risque de nous prendre du temps, il va falloir probablement des ressources humaines, mais pour tout ça, nous avons d'autres idées. Voilà. Donc vraiment, c'est une grande joie aujourd'hui de voir démarrer cette collaboration, et qui prendra probablement la forme d'un projet que nous avons décidé d'appeler avec Vanina Corpus Corsica. Et donc on détaillera ça plus tard. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir accueillir d'autres types de textes, notamment ces textes du XVIe siècle qui me semblent particulièrement intéressants. Le peu que j'en ai vu, justement, c'est avant un italien, l'utilisation d'un italien en Corse qui est beaucoup plus formalisé, normé, standardisé, enfin, tel qu'il peut être à l'époque en tout cas, et qui du coup fait émerger beaucoup de faits, beaucoup de traits du Corse, des hypercorrections, enfin tout ce qui a été dit, je ne vais pas le redire, mais en tout cas, ça nous donnera une idée bien plus précise de comment on écrivait, comment on parlait dans les siècles passés. En Corse, ça je crois que c'est très important, y compris pour que les Corses s'intéressent à la langue que nous parlons aujourd'hui.